bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais d'entrée, au nom du service d'information du gouvernement, remercier les membres du gouvernement pour leur disponibilité, remercier la RTB et les journalistes, tout organe confondu, pour leur accompagnement constant, et remercier également le ministère des Affaires étrangères qui, à chaque fois que de besoin, met à notre disposition sa salle de conférence. Conférence de presse du gouvernement de l'année 2017, acte 4, nous nous retrouvons, comme d'habitude, pour échanger autour des questions d'intérêt majeur de la nation. Et pour ce faire, nous recevons comme invité M. Rémy Fulgence Dangino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui s'exprimera sur certaines questions de l'actualité nationale, mais aussi sur la tenue de la 20e édition des Galiens qui aura lieu demain, 9 juin 2017. À ses côtés, nous aurons respectivement le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, M. Siméon Sawadogo, qui s'exprimera sur les questions de la fonction publique territoriale, le pèlerinage du Hajj 2017, mais aussi sur le code électoral. Ensuite, nous aurons le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Maurice Dieudonné Bonané, qui s'exprimera sur l'appurement du passif foncier, sur la campagne de souscription actuelle des cités relais de Dapelgo, mais aussi nous fera le point sur les inscriptions pour les 40 000 logements et la suite à donner. De ce pas, je m'en vais donner la parole à Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement pour son mot introductif. Chers journalistes, merci de répondre donc à cette conférence de presse du gouvernement. Je voudrais juste rappeler que notre objectif, c'est de pouvoir, dans ce cadre-là, dissiper un certain nombre d'incompréhensions qui peuvent naître ou en tout cas participer à clarifier la perception d'un certain nombre d'actes ou d'engagements pris par le gouvernement ou d'actes posés donc par le gouvernement. À ce titre-là, donc, je voudrais m'arrêter sur deux événements. Il s'agit d'abord donc de la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre à l'hôpital Yelgado, qui est une visite qui participe de la volonté du Premier ministre d'être au plus proche des réalités des populations et des différents engagements qu'il a pris. Donc à ce sujet-là, je voudrais rappeler qu'un certain nombre d'engagements ont été pris pour permettre donc à ce que la tension au niveau du corps médical de Yelgado puisse retomber. Il s'agit notamment de trouver des solutions durables et définitives à la question de Yelgado, mais de répondre immédiatement sur la question sécuritaire et aux préoccupations donc des soignants de cet hôpital. Deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la question donc du renouvellement du parc automobile de l'État, qui a fait l'objet depuis hier d'un certain nombre de buzz et d'incompréhensions sur vos différentes plateformes d'expression. Je me permettrai en tant qu'ancien journaliste et confrère pour beaucoup d'entre eux de rappeler que nous avons besoin de recouper l'information. Ce qui s'est passé hier est extrêmement préjudiciable à la quiétude sociale parce que nous n'avons à aucun moment annoncé un achat de 1700 véhicules. Et nous avons vu un certain nombre de médias reprendre ça de façon systématique au point où, je dis quand même, on peut se poser un certain nombre de questions sur comment nous pratiquons notre métier de journaliste. Je me suis fait une idée en me disant que si on payait 1000 véhicules au prix basique de 16 ou 17 millions, ça fait 17 milliards de francs CFA. Je ne vois pas comment le gouvernement de Burkina Faso va dire qu'on va payer des véhicules pour 17 milliards de francs CFA. Par contre, il y a une vérité. C'est qu'en 2016, nous avons réformé une partie du parc et nous avons besoin de renouveler ce parc-là à différents niveaux. Et j'ai expliqué pourquoi c'était une nécessité. En disant que, premièrement, le renouvellement se fera selon le besoin. Et que pour constater le besoin, les véhicules que l'on voudrait réformer devront être soumis à une visite pour qu'on nous dise est-ce que renouveler le véhicule est plus rentable pour notre État que de le réparer. Et que ça se ferait au cas par cas, étalé sur 2 ans. Alors, 1700 véhicules, c'est beaucoup. Donc, je voudrais demander véritablement
de nous aider à ce que nous n'enflammons pas inutilement l'opinion publique sur des questions qui parfois n'en valent pas la peine. Nous avons suffisamment, les Burkinabés comme le gouvernement, des ambitions à réaliser pour ne pas se focaliser sur des batailles qui n'en valent pas la peine. Après, sur l'opportunité, les uns et les autres peuvent apporter vos jugements et c'est pour ça que la presse est importante, parce qu'elle apporte son point de vue et critique, mais sur des faits qui sont des faits vérifiés par tout le monde. Troisième point pour terminer mon propos, c'est les Galians. Je suis content de vous dire que nous avons la tenue des Galians demain, sous la présidence de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, qui malheureusement n'est pas là, mais qui nous a donné donc un bonus, c'est-à-dire qu'en plus des 3 millions et de la villa qui devait être le lot du super Galian, le président du Faso a bien voulu ajouter à la cagnotte 2 millions de francs CFA. Donc le super Galian aura le Galian qu'il a eu, plus 5 millions de francs CFA, plus la parcelle que nous offre le ministre Dieudonné Maurice Bonannée, au titre donc de l'accompagnement de son ministère. Donc, pour le reste, nous reviendrons en détail sur les questions, mais voilà les 3 aspects que je voulais souligner en ce début de mon propos. Et véritablement, nous demander à la presse d'être dans une collecte de l'information qui nous évite des problèmes supplémentaires. En ce qui concerne le premier point, la fonction publique territoriale, c'est une loi qui a été adoptée et qui crée cette fonction publique territoriale et qui concerne les agents des collectivités territoriales. Vous savez que c'est un personnel qui a été longtemps, qui a subi beaucoup de difficultés dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'ils sont pris en charge par le budget des communes. Alors que vous savez que les communes sont de tailles différentes. Donc il y a des communes qui ont des budgets d'environ 1 milliard, 2 milliards. Il y en a qui ont des budgets de 100 millions. Il y en a qui ont des budgets de 200 millions. Il y en a qui en ont moins. Donc le personnel a été traité différemment et ça posait un certain nombre de problèmes. Donc le gouvernement a pris la décision de créer cette fonction publique territoriale. Et pour l'application de cette loi-là, il a fallu qu'on puisse adopter 19 décrets. Et le gouvernement a fait l'effort d'adopter ces 19 décrets. Donc il y a environ 2 ou 3 conseils de ministres précédents et qui permet de reclasser l'ensemble de ce personnel sur la loi et en même temps de prévoir des indemnités et de prévoir un certain nombre d'avantages pour cette fonction publique territoriale. Alors, ça a eu une incidence financière et nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie et des finances pour pouvoir déterminer exactement l'incidence financière parce qu'au départ, on était entre 3 milliards et quelques, donc les calculs n'étaient pas très précis et nous sommes en train de le faire. Je suis heureux de le dire parce que lors d'une tournée que j'ai effectuée dans le Nord, j'ai rencontré des agents à Arbinda qui m'ont posé la question, dont une dame qui va à la retraite en décembre prochain. Elle m'a dit, monsieur le ministre, est-ce qu'au moins je serai reclassé avant d'aller à la retraite ou avant de mourir? Moi, j'étais choqué. Et quand je suis revenu, donc le Premier ministre et le président du Faso m'ont instruit immédiatement d'introduire les 19 décrets qui ont été adoptés. Donc moi, je suis très heureux pour ce personnel et je leur souhaite donc de pouvoir en jouir au maximum. Alors le deuxième point, c'est le Hadj. Le Hadj, chaque année, c'est toujours difficile pour le gouvernement et pour mon département. L'an passé, en 2016, nous avions 5500 pèlerins qui devaient donc aller à la Mecque. Et cette année, en négociation avec le ministère du Hadj, donc de l'Arabie Saoudite et du gouvernement saoudien, nous avons pu avoir la chance d'avoir 8143 pèlerins cette année, pratiquement du simple au double. Donc notre inquiétude, c'est que non seulement les 5500, ce n'était pas facile pour qu'ils fassent le Hadj sans problème, et maintenant que c'est doublé pratiquement à 8000, donc nous prions Dieu pour que les pèlerins aillent en bonne santé et reviennent en bonne santé. Nous avons ouvert la plateforme d'inscription et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 7490 pèlerins déjà inscrits, donc sur les 8000. Donc c'est déjà que ça a été très rapide et les agences donc, ont fait un grand travail.
Et le lundi 5 juin, j'ai eu l'occasion au nom du gouvernement, en compagnie du ministre des Transports, Abdoulaye Souleymane, de signer le contrat pour que le transporteur NAS Air, qui transportait nos pèlerins d'ailleurs même depuis 2013, puisse le faire pour cette année encore. Donc, et il va transporter donc 7000 pèlerins, et d'autres donc vont voyager avec les vols réguliers, parce que nous avons des fonctionnaires qui vont prendre des congés, donc eux ils ne peuvent pas aller avec les pèlerins pour aller faire un mois, donc eux ils vont prendre donc des vols réguliers. Mais Nasser va prendre donc 7000 pèlerins donc en vol charter. Il y a également le coût du Hajj en 2017, il est fixé à 2 191 720 francs, contre l'an passé 2 201 070 francs, donc on a un petit gain. Et c'est quand même pas négligeable, même si c'est petit. Le premier vol aura lieu donc, le 17 août 2017 et le retour commencera à partir du 19 septembre 2017. Il y a une équipe médicale qui va suivre donc, ces pèlerins. L'an passé, nous avions une équipe médicale de 12 personnes mises à la disposition du comité du Hajj par le ministère de la Santé. Cette année, à cause du nombre, donc, ils ont augmenté. Nous sommes à 15 agents donc, qui vont travailler pour permettre donc, à ces pèlerins-là donc, d'aller en bonne santé, de revenir en bonne santé. Pour cela, il y a une visite médicale qui est prévue donc, pour les pèlerins et également des vaccinations qui seront faites. Et donc, un communiqué va donner donc, des précisions. Évidemment, la formule actuelle que nous avons, nous pensons que chaque année, on ne peut pas courir sur le Hajj. Il faut trouver une formule qui va nous permettre d'avoir des solutions pérennes. Alors, le dernier point, c'est le corps électoral. J'avoue que c'est un dossier, je ne comprends pas, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de spéculations, beaucoup d'analyses, mais il y a eu 2 seuls organes de presse qui m'ont saisi pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Tout le reste, là, personne ne nous a contactés. Pendant ce temps, on fait des conjectures, on fait des simulations, on fait des analyses. En réalité, il s'agit d'un document de travail. Ce n'est même pas un projet de loi. Ce n'est même pas, si on veut dire, un avant-projet de loi, parce que le texte même n'a pas encore reconnu l'unanimité au sein de mon département. C'est suite aux élections qui se sont passées. Donc, en prenant les rapports des différents organismes qui ont fait des recommandations et des propositions, nous avons fait la synthèse de l'ensemble donc, de ces recommandations et propositions, que cela soit les observateurs nationaux, que cela soit les observateurs internationaux, les partis politiques et la CENI. Et sur la base de cela, donc, ils ont recommandé qu'on puisse réviser le code électoral. Pourquoi? Les motivations sont de plusieurs ordres. D'abord, le code contient des dispositions devenues inopérantes après les élections de 2015 et 2016. Il contenait entre autres des dispositions relatives au Sénat, alors que le Sénat a été supprimé. Et donc, il y a plusieurs recommandations qui appellent à une réforme profonde donc, du code électoral. Certaines propositions tendaient même à une réorganisation du dispositif du code électoral, à l'effet de lever les incomplétudes et les incohérences et de combler certains vides juridiques, parce qu'il n'y a aucune disposition dans le code électoral actuel sur le référendum. En dehors du fait qu'on dit que le référendum est une élection nationale, il n'y a aucune disposition. Ça, c'est une curiosité. Donc, cela nécessitait, comme l'ont recommandé, pour qu'on puisse trouver une solution. Pour finir, l'opposition politique elle-même a appelé dans sa plateforme politique issue de son meeting du 29 avril 2017, le gouvernement a engagé rapidement le processus de révision du code électoral. Donc, c'est ce que nous avons fait. Le vote des Burkinabés de l'étranger. Sur cette question, le gouvernement est ferme. Le président du Faso a pris l'engagement. Et personne d'autre ne remet cela en cause. Le vote des Burkinabés de l'étranger sera une réalité en 2020. Si c'est le projet que nous avons produit là, il est là, il n'a pas dit le contraire. Si c'est nous du ministère là, nous sommes là, nous vous disons, vous journalistes là,
que le vote de Burkina de l'étranger aura lieu en 2020. Si les gens vont penser autre chose et puis autre chose, mais c'est nous qui disons. L'utilisation donc de l'extrait d'acte de naissance. Mais vraiment, moi je ne comprends pas. Donc je suis en train de me demander souvent, c'est moi qui ne suis pas normal ou bien c'est les gens là qui sont en train d'aller dans la dérive. Hein? L'utilisation de l'acte de naissance n'est pas une invention du gouvernement et de mon département. Ça a été un acte, c'est une pièce qui a été utilisée pour les élections en 2015 et en 2016. Et pas pour que les gens aillent voter. L'acte de naissance fait partie des pièces devant servir en l'enrôlement donc de celui qui veut aller voter. Bon, on vote avec la carte d'électeur, on ne vote pas avec une pièce administrative. Donc vouloir aujourd'hui sortir, aller dire sur des chaînes internationales que le gouvernement décide de faire voter les électeurs burkinabés, et même dans vos presses, hein, ça aussi on a vu, avec des actes de naissance, vous devez savoir que non seulement ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, et nous n'avons pas prévu ça dans le projet donc, qui est en cours d'élaboration. Bon, donc, ce n'est pas du nouveau pour nous, et nous ne pensons pas que ça soit. Donc, l'ambition pour nous, de toute façon, c'est de travailler à ce qu'il y ait à un moment donné une pièce. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui donc, enlever l'acte de naissance pour avoir donc, la carte nationale, la carte d'électeur. Vous avez combien de Burkinabés dans les villages là, qui n'ont pas de pièce, carte nationale d'identité, hein, qui n'ont pas de passeport. Donc comment on fait? Mais si le gars peut prouver que le Burkinabé avec l'acte de naissance là, on lui fait sa carte d'électeur. C'est ce qui a toujours été fait. Ce n'est pas nouveau. Alors je répète, le gouvernement n'a jamais dit qu'on va aller voter avec l'acte de naissance. Jamais. La réaction de l'opposition, pour moi en tout cas, elle est surprenante dans la mesure où d'une part, mon département a fait preuve donc, de la plus grande ouverture et d'autre part, l'opposition elle-même, par correspondance, 2017-09, c'est fort du 10 mars 2017 a répondu à notre sollicitation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme au niveau donc, de ce code électoral. Donc, les tentatives de réforme que nous faisons, c'est suite à l'ensemble de ces propositions qu'on est en train de faire. On ne peut pas empêcher un gouvernement de faire des réformes. Le document qui est là n'est même pas un avant-projet de code électoral. C'est un document de travail. C'est dans cette même salle que je les ai réunis. Tous les partis politiques. Il s'agissait simplement pour les partis politiques, pour même les gens de l'organisation de la société civile qui veulent, de nous faire parvenir leur amendement pour qu'on prenne ça en compte. Au lieu de cela, on a vu sur Internet qu'on a pris tout le corps là, aller mettre là-bas, et maintenant commencer à dire les Burkinabés de l'étranger ne vont pas voter, etc. Je n'ai pas dit à chacun de ne pas chercher des sympathies pour les Burkinabés de l'étranger. Mais au moins qu'on soit honnête. Ne dites pas ce qu'on n'a pas dit. Voilà. Le ministre a été suffisamment clair sur pourquoi, l'opinion en tout cas, parle pourquoi ce document de travail, ou si on peut l'appeler ainsi, comme vous l'avez dit. Mais c'est vrai, qu'avez-vous à dire donc à l'UPC, quand même, cette force politique de l'opposition qui dit rejeter ce nouveau code électoral parce que c'est un recul pour notre démocratie? Mais vous me posez la question, l'UPC a dit que c'est un recul démocratique. En quoi c'est un recul démocratique? Ce n'est pas à moi de justifier les propos des choses. Nous trouvons que c'est une avancée. Parce que ce code-là active les dispositions légales nécessaires qui vont permettre donc aux Burkinabés de l'étranger de voter. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut dire que c'est un recul démocratique alors que les Burkinabés doivent voter des députés qui sont à eux et ce n'est pas dans le code électoral. Donc dire que voilà les dispositions qui vont permettre de voter, aux Burkinabés de voter et d'avoir des députés, c'est A, B, C, ça c'est lui le recul. Et lui, avec quel code électoral il va faire voter les Burkinabés de l'étranger? L'actuel code là ne permet pas de le faire de façon décente. Merci bien. Est-ce qu'il y a encore une question? À droite, oui, présentez-vous. Je suis Abdelmoumen Ouedraogo de la radio Ridouane FM. Je voudrais
m'adresser au ministre de l'administration territoriale et mes questions sont relatives au Hajj 2017. À ma connaissance, par rapport à la fixation du prix du Hajj cette année, tout d'abord, on a eu un communiqué le 31 mai qui annonce le prix du Hajj cette année. Alors, un communiqué qui a été publié le 1er juin passé. Et à l'issue de cela, on apprend le 5 juin la signature du contrat de transport aérien. Alors, ce qui veut dire que le prix a été publié bien avant la signature du contrat avec NAS Air. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi avoir publié d'abord le coût avant de signer le contrat avec NAS Air. Aussi, je voudrais avoir plus de précision par rapport au coût. Le prix du billet d'avion n'a pas été, on n'a pas le coût, on ne sait pas le prix du billet d'avion coûte combien cette année. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce côté-là? Aussi, par rapport au choix de la compagnie NAS Air, d'après mes informations, il y a d'autres compagnies qui ont proposé mieux que NAS Air, parce que NAS Air coûte cher, ce qui fait que le coût du Hajj au Burkina Faso est un peu cher par rapport aux autres pays, selon mes enseignements. Alors, est-ce que vraiment il y a eu d'autres compagnies qui ont proposé mieux? Et pourquoi n'avoir pas choisi ces compagnies-là? Et pourquoi le choix de NAS Air? Là, c'est le deuxième volet de ma question. Par rapport aussi aux conditions de séjour de nos braves pèlerins, est-ce qu'il y aura de l'amélioration? Est-ce que nos pèlerins pourront en tout cas avoir un bon séjour cette année plus que les autres années? Parce que je pense que l'an passé, on est passé de la catégorie C à la catégorie B. Alors, est-ce que cette année, avec les 2 millions et 100 et quelques, on aura encore mieux pour nos pèlerins, Inch'Allah? Je vais aller rapidement. En ce qui concerne la publication du billet, vous avez raison, c'est apparemment anachronique, alors que dans le fond, il y a des négociations qui ont été menées avec Nasser bien avant donc, la signature du contrat. Et moi-même, j'ai effectué une mission donc, à la tête d'une délégation à Jeddah et puis à Riyad, et pour rencontrer le ministre du Hajj donc en Arabie Saoudite et rencontrer donc les responsables donc du Nasser sur l'instruction du président du Faso qui était d'ailleurs même président à Riyad et qui nous a beaucoup aidé dans la négociation. Donc en revenant, on avait donc approximativement donc plus ou moins le prix du billet. Donc maintenant le problème qui se posait pour permettre aux gens de s'inscrire, donc il fallait arrêter donc le prix du Hajj dans son ensemble. Connaissant déjà le prix du billet, même si l'accord n'a pas été signé, donc nous avons donc fixé le prix du billet pour que celui qui veut aller donc au Hajj sache qu'il va dépenser telle somme pour qu'il s'inscrive auprès des agences. Alors bon, les concurrences pour le transport, bon, moi je pense que ça c'est vrai, ce que vous dites là c'est vrai. Donc il y a eu des propositions. Dans le fond, c'est à 50% pour la compagnie nationale. Nous n'en avons pas. 50% pour les compagnies saoudiennes. Il n'y a que Nasser. Donc nous avons pris au niveau national tant qu'on pouvait avoir avec Turkish Airways ou avec Ethiopian Airlines. Mais eux, ils font donc des escales à Istanbul de 10 heures. Vous prenez des vieux de 80 ans, vous faites escale à Istanbul avant d'aller à la Mecque. Bon, avec tout ce qu'il y a comme désagrément, hein, bon, généralement, bon, c'est des vieux quand même, hein, donc c'est pas facile. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre Nasser. Et puis d'autres aspects, c'est la sécurité. Si vous prenez des gens, il y a des gens qui sont venus nous proposer des prix, par exemple, de $1200, donc comme prix du billet. Mais tu prends ça là, le gars n'a même pas d'avion. Il va aller quelque part, aller prendre un avion ici, aller prendre jusqu'à 8000 personnes. Si ça crache là-bas, c'est mortel. Donc nous, on n'a pas voulu prendre ce risque-là. Nasser étant expérimenté, donc on a voulu faire ça, quitte à ce qu'on revoie l'an prochain. Alors, Nasser nous a donné le billet à $1800, donc chaque pèlerin. Moi, je suis Toé Jean-Marie, je suis de Sidoya. La première question concerne la fonction publique territoriale. De ce que vous avez dit, vous êtes en train de calculer avec le ministère de l'économie et des finances l'incidence financière. Avec la situation de la dame dont vous avez parlé, à quand est-ce qu'il peut s'attendre à l'effectivité de ce reclassement et de son incidence financière? Ça, c'est la première question. La deuxième concerne l'organisation du Hajj.
certaines agences dénoncent à la limite une concurrence déloyale d'agences de voyage qui n'ont pas l'agrément de votre département ministériel. Ils sont des agences de voyage, mais ils ne sont pas accrédités pour l'organisation, pour l'inscription de pèlerins pour le Hajj. Qu'est-ce que votre département ministériel fait dans ce sens? Ma dernière question concerne toujours l'organisation du Hajj. En 2015, un audit l'audit de l'organisation du Hajj 2015 avait été commandité. Où est-ce qu'on en est avec cet audit-là? Bon, l'effectivité, c'est quand le décret va être signé et il sera signé bientôt. Point. Parce que nous sommes en train de faire un comité technique. Même ce matin, j'ai vu donc, le secrétaire général, je lui ai dit d'accélérer pour que les gens la aient ça. Donc, dès que c'est fait, c'est signé et donc ça sera fait. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc, parce que le problème qu'on a, c'est que l'évaluation qui avait été faite là n'a pas été faite sur la base donc, de l'effectivité, de l'effectif donc, des agents de. C'est maintenant qu'on envoie des messages aux maires pour dire, donc, depuis pratiquement une semaine, vous avez combien d'argent dans votre commune? Vous avez combien d'argent pour pouvoir faire la comptabilité? Donc moi, je dis, mais bon, ça, c'est un travail. Non, il ne faut pas faire comme ça. Donc, on est en train de faire ce travail-là et ça va être fait, ne vous inquiétez pas. Je veillerai personnellement à ce que l'effectivité donc, puisse avoir lieu. Je ne peux pas donner dans un mois. Hein. Si je dis dans un mois, même si on finit aujourd'hui, ça dit qu'il faut introduire ça maintenant à la solde et puis ça va être ça. Mais ça peut être avant ou après, on verra bien. Mais nous sommes en train de dire, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Voilà. Bon, concurrence déloyale, oui, pour les agents, c'est vrai. Puisqu'il faut être accrédité auprès du comité Hajj. Donc, pour pouvoir être donc amené les pèlerins. Et là, je vous suggère de ne pas rentrer dedans. C'est le comité Hajj, donc c'est eux qui s'asseyent, qui accréditent leur agence, donc c'est leur affaire, faut pas... Donc, moi, j'ai dit, c'est lui qui fait des inscriptions fictives cette année. L'an prochain, ce n'est pas le comité. Moi, je prends l'engagement de le rayer de la liste donc, des agences PSO. Donc, ils m'ont appelé, monsieur le ministre, nous on fait comme ça. J'ai dit, si vous faites comme ça avant là, avec moi, ça ne sera pas comme ça. Puisqu'ils inscrivaient des noms fictifs et puis ils occupaient la place. Si les gens ne venaient pas payer, vous avez des noms, vous n'avez pas l'argent pour payer l'avionneur. Et puis, bon, donc c'est une place que vous perdez. Donc, je vous dis, vous inscrivez celui qui est venu vous donner l'argent. C'est pourquoi la réponse, la question à la radio, là, voilà, c'est pourquoi on a donné le prix du billet là assez tôt. Celui qui joue à ce jeu-là, l'an prochain, il ne sera même pas sur la liste. Parce qu'il y a d'autres agences qui attendent à la porte et on va rouvrir dans les années à venir. Bon, l'audit, ça a été transmis à la CE. Donc, si c'est à partir à la CE, c'est point. Moi, c'est Mahmoud Tankwano du journal Le Pays. J'ai deux préoccupations. Est-ce qu'il peut revenir, par exemple, sur, vous m'excusez, sur le scrutin unique de liste? Est-ce qu'il peut nous expliquer davantage, il s'agit de quoi exactement? Voilà. Et ma deuxième question, c'est sur la procédure d'adoption du nouveau projet sur le code électoral. Si vous me le permettez, je peux l'appeler ainsi. Contrairement au ministre qui parle de documents de travail, comment ça va se passer, l'adoption de ce nouveau projet de code électoral, comment ça va se passer de façon pratique? Le scrutin unique, en fait, bon, ça existait bien un peu avant, mais la différence, c'est que dans le calcul, on ne le faisait pas comme il faut. Le scrutin unique de liste, ça veut dire qu'on va dire dans la commune, par exemple, de lointaine de Tougan, ou de Diabo. Voilà. Donc, c'est des communes où on peut dire que le nombre de conseillers, d'ailleurs même la circonscription électorale dans notre proposition là change. Ce n'est plus le village ni le secteur, mais nous proposons que la circonscription électorale soit la commune. Donc, ça va nous éviter la course donc, pour l'érection des villages en pagaille, donc la bagarre. Donc, vous avez des villages qui sont 2 ou 3. Hein, la population ne dépasse pas 6 personnes, avec 2 conseillers. Et vous avez des gens qui sont, par exemple, à 1000, 2000, avec 2 conseillers. Ça, ce n'est pas normal. Donc, nous avons proposé, dans ces conditions,
que la circonscription électorale soit la commune. Et là, en ce moment, par exemple, la commune de Tougan, on met si le nombre de conseillers. S'il y en a 20, on met 20. Donc, chaque parti politique va faire sa liste là de 1 à 20. Et on va aux élections. Chacun va engranger des voix. On fait le calcul donc par rapport au mode de scrutin, qui actuellement la commune est la proportionnelle la plus forte moyenne. Et vous avez le nombre de conseillers. Donc, le parti A peut avoir sur les 20 là, par exemple, 12 conseillers. Il restera 8 à se répartir avec les autres donc, qui vont avoir chacun 1, 2, 3 ou 4 conseillers. Mais d'office, on vous dit que si vous avez la majorité donc, sur la liste là, ceux qui ont eu les 12 ou les 11 là, c'est eux qui ont le maire. Et le nom qui est en tête de liste là, c'est lui qui est le maire. Là, ça évite donc les kung-fu généralisés que nous voyons dans les communes là pour l'élection des maires. Parce qu'après, ça devient donc des tractations entre les partis politiques pour dire, nous, on vous donne le maire, mais vous nous donnez le deuxième adjoint, vous nous donnez le troisième adjoint. Et pour le jour du vote, les gens vont avec des couteaux bien aiguisés. Le résultat, c'est des morts. Voilà donc l'intérêt donc, de ce mode de scrutin-là, donc, qui est le scrutin de liste. Ce n'est pas un projet de loi parce que c'est écrit ici comme ça. Mais nous-mêmes, le gouvernement, nous-mêmes n'avons même pas encore amené ça au gouvernement. Ça n'a même pas encore quitté le ministère. On a signé dire à chacun de se prononcer. On a dit aux partis politiques, donnez-nous, parce qu'il y en a, on leur a écrit, il y en a qui ont fait des propositions avant pour qu'on monte ce dossier-là. On a lu le cadre de ce qu'ils ont fait comme proposition. Donc, en montant le dossier, donc, nous allons encore continuer les échanges et la concertation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.